La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, et l'on reparle de la loi sur l'euthanasie. Et si la solution, mon cher Dimitri, était de passer par un référendum, alors que la loi revient effectivement devant le Parlement aujourd'hui, alors que plus les débats durent et moins il y a de consensus, le sénateur LR Francis Szpiner a décidé de lancer une procédure de référendum d'initiative partagée sur la fin de vie. L'info était dans le journal du dimanche. Il affirme désormais avoir dépassé le seuil des 185 parlementaires requis pour enclencher la procédure. Il en aurait même 10 de plus, explique Elisabeth Keimer. Pour lui, le sujet dépasse de loin le cadre d'un simple débat parlementaire, une question engageant les générations à venir. Le référendum, cela pourrait donc être la solution, et puis cela permettrait à Emmanuel Macron de tenir au moins l'une de ses promesses, à savoir consulter directement les Français. Mais depuis qu'il a lui-même pratiqué l'euthanasie de sa majorité avec sa flamboyante dissolution, il semble déterminé à passer en force sur le sujet. Référendum donc. Ce matin, Francis Szpiner s'en explique dans le Figaro, qui lui indique que son initiative a peu de chances d'aboutir. Je ne méconnais pas la complexité de la procédure que j'ai lancée, répond-il, mais le président de la République ne peut pas ignorer cette démarche et sa légitimité. Question d'Agnès Leclerc. Et vous, comment avez-vous forgé votre intime conviction sur la fin de vie ? Et la réponse de Szpiner est intéressante. Je suis agnostique, c'est donc pas pour des raisons religieuses, répond-il. Avocat, j'ai prêté serment à une époque où la peine de mort existait. Mon intime conviction prend racine dans mon combat pour l'abolition. Je ne fais pas de lien direct entre suicide assisté et peine de mort, mais je considère qu'il existe un parallèle entre la motivation des abolitionnistes et celle des opposants à l'euthanasie. Le rôle d'une société n'est pas d'aider à tuer ses membres, poursuit-il, mais de les accompagner, de les aider dans les épreuves. Notre humanité est là. Et l'on reparle de la règle d'or. Oui, la règle d'or. Alors vous savez, ce serait d'inscrire dans la Constitution un encadrement strict des procédures de déficit budgétaire. Pourquoi ce serpent de mer est revenu dans l'actualité ? Eh bien, la semaine dernière, dans les Échos, c'est le MEDEF qui plaidait solennellement auprès du Premier ministre pour une telle règle d'or. Fureur de Sébastien Lecornu, qui répliquait qu'il ne voyait pas de raison pour lesquelles on l'empêcherait de creuser lui aussi sa part de déficit. Dans une lettre au MEDEF, il faisait même la leçon aux patrons, moquant leur méconnaissance totale de la mécanique budgétaire. Alors, venant de la part d'un chef de gouvernement appartenant à une majorité qui a fait 1000 milliards de dettes en 9 ans, c'est ce qui s'appelle ne pas manquer de culot. Mais passons. Ce matin, c'est en tout cas Thierry Breton qui remet une pièce d'or dans la machine. Interview aux Échos. L'ancien ministre des Finances et ancien commissaire européen explique doctement à notre Premier ministre qu'une règle d'or n'est pas une lubie comptable, mais une nécessité pour rétablir la crédibilité financière de la France et faire baisser ses taux d'intérêt. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Les inquiétudes autour de ces passagers atteints par le hantavirus des Andes. Vos journaux restent à la fois prudents, mais ils ne peuvent s'empêcher de penser aussi à ce que l'on nous disait au premier jour de l'épidémie de Covid. Bref, vous lirez beaucoup de questions et peu de certitudes. À noter aussi dans le Parisien aujourd'hui en France une interview de Steve Mandanda, l'ancien gardien de but de l'équipe de France et de l'OM, qui raconte la dépression qu'il a traversée à la fin de sa carrière. Il se raconte dans un livre qui sort cette semaine. Il dit l'épreuve d'une carrière qui s'arrête du jour au lendemain, de son impossibilité à sortir de son canapé, de son triste premier rendez-vous à France Travail. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec d'anciens footballeurs, déclare Mandanda, et je pense que 8 joueurs sur 10 rencontrent ces mêmes difficultés. Bon, mais on va terminer ce matin par le sujet numéro 1. Aujourd'hui, dans les bistrots et à la machine à café, et c'est pas Anissa qui nous dira l'inverse. Fait pas chaud ce matin, Anissa. Ah, ça, c'est sûr. Tu veux dire que ça caille ? J'ai ressorti ma doudoune. Eh oui, la météo et les fameux Pain de glace. Absolument. Saint-Mamère, Saint-Pancrace, Saint-Gervais, ils sont dans le bon ordre. Voilà. Servez. Saint-Servais, Saint-Gervais, Saint-Servais. Bien connu de tous les jardiniers, car on ne plante pas avant les seins de glace. Ces 3 jours qui marquent traditionnellement un bon coup de froid à la mine. Mais alors, c'est vrai ou pas ? Mythe ou réalité ? Dans le Parisien aujourd'hui en France, Juliette Pousson a mené l'enquête. Selon elle, aucune donnée objective n'indique la présence d'un sursaut de l'hiver à ces dates. Mais c'est vrai que les premières semaines de mai s'accompagnent souvent de changements de temps très marqués. Bon, c'est donc non, mais c'est quand même un peu oui. Ça dépend des années et des coins. Nous voilà bien avancés. En tout cas, couvrez-vous bien, épée broc indispensable. Et ayons une pensée pour tous les Mamères, Pancrace et Servais,
3 prénoms à coucher dehors, alors que c'est justement ce qu'il faut absolument éviter durant 3 jours, et même un petit peu plus, je crois. Dans l'aube qui s'apprête, déjà s'ouvrent les C'est quand même depuis le Moyen-Âge qu'on constate que le temps change à cette période de l'année quand même et qu'il se rafraîchit. Mais oui. au bout de ma On n'a pas regardé combien de mamères en France, de pancras. Ah, vous voulez que je regarde ? Oui, dites-nous Anissa, j'aime bien quand vous faites ça. Pascal Praud nous a rejoint.